Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau Dès Maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Cette semaine, après les conseils de notre cher président de la République, nous avons procédé à un réarmement du casting. Autour de moi, nous avons choisi les meilleurs. Emmanuel Voguet est là. Bonjour Emmanuel Voguet, le sniper Emmanuel, communicant, président de Narrative, merci d'être là. Sophie de Ravinel, bonjour, ça va ? Vous êtes journaliste politique au Figaro, ravi de vous retrouver. Également Virginie Riva, vous êtes journaliste politique chez Contexte, bienvenue. Bonjour, merci. Et le grand, le très grand, le franc-tireur Fabrice d'Almeida est là aussi, bonjour. C'est le tabouret qui m'a aidé. Non, c'est pas vrai. Historien, vice-président de l'Université Panthéon-Assas, votre dernier livre s'intitule « Histoire mondiale des riches », c'est à lire chez Plomb. Dans cette émission, on se demandera s'il faut faire plus de bébés pour la France, alors que les chiffres de l'INSEE indiquent une chute drastique de la natalité. On verra si Donald Trump a changé, lui qui appelle cette semaine à l'apaisement. On se penchera également sur le phénomène Rachida Dati et sur l'embarras Oudéa Castéra. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, le grand oral d'Emmanuel Macron. Il avait lieu mardi à l'Élysée, devant un parterre de journalistes. Une semaine après la nomination d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État souhaitait fixer le cap pour la suite de son quinquennat. Pendant presque 2h30, il a promis une France plus forte et plus juste. Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des Lumières. Quelques annonces à retenir des déclarations du chef de l'État en matière d'école. Il a promis du théâtre pour tous au collège. Sur le terrain de la sécurité, il a annoncé l'intensification de la lutte contre le trafic de drogue. On retiendra aussi l'instauration d'un congé de naissance, une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes à partir de 2025, le doublement de la franchise médicale sur les médicaments ou encore un durcissement à venir des règles de l'assurance chômage. Ça passera par une nouvelle réforme du marché du travail. On va parler du fond dans quelques instants, mais peut-être on peut s'arrêter un peu sur la forme. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet exercice, Emmanuel ? Un président derrière son bureau, devant un parterre de journalistes, c'est un peu du déjà-vu, peut-être ? Il y en a au moins un qui a été extrêmement satisfait de ce qui s'est passé mardi soir, c'est le principal intéressé. Emmanuel Macron, le président de la République. Et pour le reste, il n'en aura que des frustrés. On a un peuple de droite qui sera frustré d'avoir eu une espèce de parodie de Ciotti et de Sarkozy en scène, la France forte et pour que la France reste toujours la France. On va parler du fond, mais peut-être sur la forme, c'était une histoire de donner une feuille de route peut-être à Gabriel Attal. Ah non, c'était histoire de l'enterrer, quoi, histoire d'être sûr. Il a finalement essayé de nommer une étoile à qui il a demandé de ne pas briller. Il refait avec Gabriel Attal ce qu'il a fait, souvenez-vous, avec Édouard Philippe. C'est-à-dire prendre la parole juste avant la déclaration de politique générale pour lui couper l'herbe sous le pied. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est Gabriel Attal qui le fait briller aujourd'hui. C'est pas lui qui va faire briller Gabriel Attal. Et donc, voilà, c'est de l'entre-soi. Il était content de lui, à l'évidence. Il était sur son Aventin. Les journalistes n'avaient aucun droit de suite. Donc, quelque part, on pose une question et il faut se satisfaire de la réponse. En ayant, par-dessus le marché, pris en otage l'antenne, c'est-à-dire qu'il n'y a que de Chavez qui était capable de faire ça. Obligé. Alors, Général de Gaulle en d'autres temps, mais il n'y avait pas la pluralité de la télévision à l'époque, et c'était, si ma mémoire est bonne, l'ORTF. Alors, il a quand même détaillé beaucoup, il y a eu beaucoup d'annonces. C'était vraiment des annonces de chef de l'État, ou c'était quoi ? Voilà, un hyper Premier ministre. On a intitulé ce thème l'hyper Premier ministre. Mais il fonctionne en binôme, il l'assume. Il a dit en décembre qu'il voulait un animateur. Il a choisi effectivement un animateur, mais un animateur pourquoi ? Ils fonctionnent bien tous les deux ensemble. Gabriel Attal, hein. On parle de Gabriel Attal, absolument. Il a choisi le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, un animateur en présence, en la personne de son Premier ministre, du Premier ministre, donc Gabriel Attal. Pour les Européennes, c'est cet enjeu-là. Donc tous les deux, ils se répartissent les rôles. Et là où je suis, je pense que je ne suis pas complètement d'accord, c'est qu'en fait, il y a plus de temps. La preuve, c'est que son discours de politique générale, ce sera le 30. C'est pas demain, il y a quand même un espace. Il laisse aussi le temps, il laisse la respiration. Je ne pense pas que Gabriel Attal soit dans l'opposition
ou dans une confrontation. Je pense qu'ils se répartissent les rôles et que finalement, ils ont besoin l'un et l'autre de cela. Qui pouvait espérer pour Gabriel Attal à son âge d'être nommé Premier ministre, et Emmanuel Macron, effectivement, là je suis parfaitement d'accord, bénéficie de cette lumière politique. Virginie, vous êtes d'accord, cette répartition des rôles entre chef de l'État et Premier ministre, c'est un peu normal finalement? Je pense que c'est tout à fait normal. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un président qui a pris des risques en faisant cette conférence de presse, avec effectivement une démultiplication sur les antennes qui a fonctionné. L'audience est au rendez-vous. Et souvenez-vous quand même, en décembre, il était donné pour mort, enfin pour un quinquennat totalement immobilisé. Après le projet de loi immigration, on pensait que la seule solution était de dissoudre, on ne connaissait pas l'avenir du gouvernement. Et c'est vrai que là, en utilisant la carte Gabriel Attal, il a réussi à se relancer malgré tout. Alors certes, 2h20, c'était assez long, c'était très jupitérien. Il a quand même grillé la priorité sur la déclaration de politique générale à son Premier ministre, qu'il ne cessait de regarder, mais en fait tout en détaillant des feuilles de route de manière très précise. Donc il lui coupait quand même l'herbe sous les pieds. C'était des annonces presque de secrétaire d'État à certains moments, des trucs très très précis. Il adore rentrer dans le détail, dans la technicité pour montrer qu'il maîtrise ses dossiers. Donc il était en pleine puissance, il nous a montré ça, mais ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné sur l'audience, et je pense que ça a fonctionné parce qu'on a un président, certes très marqué, beaucoup plus marqué à droite, mais qui se relance après les événements de décembre. Fabrice, là-dessus. Il y a une virtuosité, je trouve. Enfin, c'est vrai que chez Emmanuel Macron, dans les exercices non, mais à chaque fois qu'il fait un exercice médiatique, il y a un petit côté un peu virtuose. On avait un peu ça chez Sarkozy, ce côté prise de parole, toujours flamboyante, facile, avec même la petite complicité, les petits moments d'échange. Donc il y a cette dimension. Après, par rapport au Premier ministre, est-ce que ça change vraiment par rapport à ses prédécesseurs sous la Ve République? Il y a quand même eu, il n'y a jamais eu, à part dans les périodes de cohabitation, un article 20 qui faisait que le Premier ministre était vraiment celui qui détermine et conduit la politique de la nation. En réalité, non. Tous les présidents... Un respect total des institutions de la Ve non, République. mais on est dans une continuité. Alors, ça s'accélère, hein, ça s'amplifie un petit peu plus. Hein, on peut dire que... Peut-être parce que les premiers ministres sont moins flamboyants. Et puis, il y a le dernier point, après je me tais parce que je vois qu'Emmanuel a très envie de monter au filet, métaphore qui plaira à Oudéa Castéra. Il y a aussi une chose, c'est qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est totalement resserré sur c'est pas qu'un problème de clonage, c'est vraiment, il est resserré sur son petit groupe, c'est-à-dire qu'il a vraiment nommé quelqu'un qui est... oui, mais vraiment, c'est la petite pointe de la Macronie. Alors, je vais te donner la parole dans une seconde précisément, mais j'aimerais d'abord qu'on entende Emmanuel Macron sur le fond. Il avait parfois des accents d'ancien monde. Écoutez le chef de l'État. Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des Lumières. Emmanuel, c'était mieux avant ? C'était mieux dans le premier quinquennat. Il a perdu le fil. Et puis, en plus, souvenez-vous, premier quinquennat, il nous a dit « je suis le maître des horloges ». Et il avait plutôt bien réussi ça. Là, le problème, c'est que l'horloge, elle s'est arrêtée. Il faudrait peut-être la remonter. Parce que, en termes de séquence de communication, il avait la possibilité de surfer sur, justement, sa reprise en main, sa renaissance presque, on le disait mort, et il nomme Gabriel Attal, et c'est lui qui vient fermer la séquence de la nomination de Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'à partir de mardi, on ne parle plus de Gabriel Attal, on est tous focalisés sur le président de la République, alors que Gabriel Attal, hormis Oudéa Castéra, dont on reparlera tout à l'heure, faisait une entrée qui était plutôt réussie, avec le mercredi une habileté qu'on n'avait pas vue à ses prédécesseurs dans les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Donc il y avait tout pour laisser tourner cette séquence et bénéficier à plein de cette nomination. Il l'a tué.
Allons sur le fond, on va faire un duel, les amis, un duel au sommet. Avec cette question, assiste-t-on à un tournant conservateur de la part du chef de l'État, de la part d'Emmanuel Macron? Deux invités ne sont pas du tout d'accord sur ce plateau. D'un côté, Virginie, de l'autre, Fabrice. Virginie, vous savez comment ça marche, 45 secondes pour nous dire pourquoi, selon vous, oui, clairement, il y a un tournant conservateur chez Emmanuel Macron. On y assiste. Oui, faisons un arrêt sur image. 2017, la Startup Nation, le libéralisme, le président réformateur. Et puis là, on a quoi? On a la Marseillaise, on a le réarmement démographique, l'uniforme. Alors Blanquer, certes, le défendait, mais bon, on est quand même sur un tournant vieux jeu, je pense effectivement. Certains ont dit Troisième République. Il y a toujours les références à Jaurès chez Macron. Moi, je pense plus années 50. Ça me fait penser à une société un peu archaïque. Ce n'est pas forcément une société désirable dans laquelle on se projetait en 2017 avec lui, qu'on l'ait élu ou non. Il avait réussi à mêler souveraineté européenne, souveraineté nationale. Là, on est sur le retour de l'État-nation avec des rites républicains, de la diplomation. Je trouve que ce n'est pas du tout ce qu'il avait vendu en 2017. Et oui, il y a un tournant. Fabrice n'est pas du tout d'accord, il va monter au filet. 45 secondes. Je regardais le chrono. Non, c'est pas un tournant de droite, c'est la suite du macronisme. Avant même l'élection, il disait « moi j'ai un ethos de droite, mais je suis plutôt à gauche ». Bon, il a maintenu son ethos de droite, il continue d'appliquer la même politique que dans le premier quinquennat, avec ses petits jeux. Il a un horizon qu'il ne faut pas oublier, qui fait qu'il est obligé encore de jouer à l'équilibriste. C'est les élections européennes. Et aux élections européennes, qu'est-ce qu'il veut? Il veut effectivement taper au centre entre une gauche dont il sent bien qu'elle est en train de se restructurer autour de la liste de Glucksmann, et donc Attal est là aussi pour bloquer Glucksmann, et une droite dont il voit bien qu'elle va être avec François-Xavier Bellamy. Donc je pense qu'il continue le même petit jeu. Toujours obsédé par le contexte. Sophie va faire le juge de paix, mais juste avant, je vais vous montrer les annonces ou les souhaits d'Emmanuel Macron. Lors de sa conférence de presse, on retrouve notamment l'instauration progressive de l'uniforme à l'école, l'apprentissage de la Marseillaise par les élèves de primaire ou encore l'instauration d'une cérémonie de remise du diplôme au collège. Il a toujours été de droite, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai entendu du côté de Fabrice. Il n'a pas changé, en fait, c'est ce que nous dit Fabrice. Non, je n'ai pas dit toujours. Non, il y a un ethos de droite. Moi, je vais vous départager en disant qu'il va là où le vent le porte et le pousse, et que donc la tendance aujourd'hui de l'opinion publique est plus à droite, et donc il suit l'épaisseur du trait de ce qui fait l'opinion aujourd'hui, et cette opinion, elle a besoin d'entendre ce réarmement, parce qu'au niveau européen, oui, on a des craintes, parce qu'au niveau géopolitique, il y a des craintes très importantes, et donc il sent, et il a cette qualité-là que d'autres avaient avant lui et que d'autres auront, espérons-le, après lui, de sentir ce que veulent entendre les Français. Et c'est aussi ce en quoi il est notre chef de l'État. C'est pas Emmanuel Macron qui change, c'est la société qui change, c'est ça, hein. Non, c'est l'Indien sans les flèches, Emmanuel Macron. Il drague l'électorat de droite en donnant quelques marqueurs, mais qui ne sont pas des marqueurs structurels. Il ne va pas jusqu'au bout. Ce que le peuple de droite, entre guillemets, attend, c'est pas qu'on lui vende l'uniforme à l'école. Et mais il plaît à droite, c'est ce qu'on entend. On entend beaucoup. Bien sûr, il plaît à droite parce que, ce que je vous dis, il donne des symboles, il donne quelques gages, mais il va pas jusqu'au bout sur la politique d'immigration. Il va pas jusque là où l'électorat de droite voudrait qu'il aille. Quant à l'électorat de gauche, ils sont, j'imagine, mardi soir, ils éteignent leur poste et ils sont dans la situation du mari trompé à qui on demande de payer la chambre, hein. Parce que c'est grosso modo et qui est une forme, dit-il, de double radicalité, mène à l'impuissance. Moi, je ne crois pas que quand on l'écoute sur l'immigration, on satisfasse le peuple de droite. Je ne crois pas plus qu'en écoutant les quelques formules qu'il assène, tout en précisant immédiatement qu'il espère quand même que le Conseil constitutionnel va détricoter ce que la droite a apporté dans la loi de l'immigration, je ne suis pas sûr qu'il satisfasse grand monde. À vouloir essayer de ménager la chèvre et le chou, on se retrouve un peu au milieu de nulle part. Il y a certains sujets qui n'ont pas forcément été abordés. Peut-être la transition écologique aussi. Oui, grande absente, effectivement. Alors, ça redevient une priorité, puisque chez Gabriel Attal, on nous a dit que lors du séminaire gouvernemental qui a eu lieu cette semaine, parmi les 3 priorités, il y avait la transition écologique, effectivement, qui avait totalement disparu du discours. Le mot de planification écologique, qui est pourtant une grande priorité du quinquennat, a disparu. Alors, le président a dit que ça continuait, que maintenant c'était de la mise en œuvre et que ça allait se décliner sur le territoire. Mais effectivement, là aussi, on n'est plus sur un discours de réindustrialisation,
certes de décarbonation, mais de réindustrialisation, toujours cette rhétorique très martiale de réarmement de la France. Et on a oublié la transition, alors qu'en plus, c'est quand même le grand procès fait à Emmanuel Macron durant ces 6 ans au pouvoir, c'est de ne pas avoir suffisamment investi la transition, de ne pas peut-être réussir à tenir nos engagements européens. Donc là-dessus, oui, effectivement, Gabriel Attal va devoir un peu rectifier le tir en insistant dessus. Justement, c'était la semaine du baptême du feu pour Gabriel Attal, première intervention en tant que Premier ministre dans le chaudron du Parlement, mais aussi première polémique avec l'affaire Oudéa Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation, et vous le savez, pointée du doigt pour avoir scolarisé ses enfants dans un établissement privé très conservateur et surtout pour avoir critiqué l'enseignement public où, selon elle, un paquet d'heures ne sont pas sérieusement remplacées. Amélie Oudéa Castéra a passé une bonne partie de la semaine à s'excuser. Écoutez-la. On a eu une conversation utile. J'ai pu revenir sur ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir cités nommément. Et je n'aurais pas dû non plus exposer l'école littrée. Je suis allée à leur rencontre ce matin pour m'en excuser et m'excuser de les avoir blessés. Ces excuses, je les leur devais. Bon, Fabrice, il y a mieux pour débuter quand même à ce poste? C'est terrible. Non, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'est une semaine assez particulière parce que ça commence en fanfare et la nomination d'Attal qui prend un peu tout le monde de court. Tout d'un coup, on se dit « Ah ok, le président tente un coup, il veut vraiment jouer les européennes, voilà, il prend le trait. » Et puis là-dessus, il y a cette affaire Oudéa Castéra qui a un paradoxe. C'est qu'elle fait oublier les critiques du premier jour. Rappelez-vous, le premier jour de la nomination d'Attal, tout le monde dit oui, il ne reste que 5 mois à l'éducation nationale. Là, tout d'un coup, on n'en parle plus, on parle que d'elle et de son rapport problématique avec les profs. Et c'est vrai que c'est assez sidérant parce que ça a exposé une situation quand même où d'affilée, beaucoup de ministres de l'Éducation nationale successifs ont un rapport avec l'école privée. Oui, alors c'est une réalité factuelle, soit parce qu'ils y mettent leurs enfants, soit parce qu'ils en sont eux-mêmes issus. Donc ça expose une réalité factuelle. Ça pourrait être l'occasion d'un débat, mais elle s'y est prise de manière telle que c'était une maladresse folle. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche très concrètement, Virginie? C'est quoi? C'est d'avoir mis ses enfants dans le privé? Il y a plein de Français qui mettent leurs enfants dans le privé. Est-ce que c'est ses propos? C'est sa justification? Est-ce que c'est le choix de l'école Stanislas en particulier? Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs affaires, entre guillemets. Je pense que le détournement de la carte scolaire, effectivement, c'est une constante. Vous l'avez dit, chez nos ministres. On se souvient, Jean-Michel Blanquer avait un de ses enfants dans le privé. Gabriel Attal a fait l'école alsacienne. Bon, bref. Donc, Pape Ndiaye également. Donc, c'est le détournement de la carte scolaire qui lui est reproché, mais en même temps, c'est une réalité. Donc, comme a dit Emmanuel Macron, elle a levé quelque part, c'est un tabou, une hypocrisie sociale aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'elle s'y est très mal prise. Je pense que ce n'était pas du tout une maladresse. Je crois que j'ai réécouté sa réponse. En réalité, la réponse est très construite. Elle dit « Attention, vous voulez aller sur le terrain personnel, alors maintenant, je vais décliner ma réponse. » Donc, sa réponse est très construite. Je pense qu'elle avait anticipé, puisque l'article était sorti juste avant, sur la scolarisation de ses enfants, elle avait anticipé la polémique et elle a voulu adresser cette question, en fait. Et je pense que c'est même un sujet peut-être qui lui avait été demandé, de parler de cette hypocrisie, du détournement de la carte scolaire. Le problème, c'est la façon dont elle l'a fait. C'est il y a un soupçon de mensonge, puisqu'elle dit que elle l'a fait parce qu'elle en avait marre des heures d'absence des profs, alors que l'institutrice de l'école où elle avait scolarisé son fils il y a 15 ans répond non, il n'y avait pas de problème d'absence. En revanche, elle voulait faire passer son enfant, elle voulait faire sauter une classe. Effectivement. Voilà. Donc il y a déjà une maladresse sur les motifs qu'elle a mis en avant. Et puis, ne jamais avoir dit, c'est un chantier sur lequel je vais justement travailler pour lutter contre soit le fléau de l'absentéisme, soit le détournement de la carte scolaire. Et cette question, à présent, peut-elle rester à son poste, les amis? Est-ce que la nouvelle ministre de l'Éducation va durer à ce poste? C'est un duel, encore une fois au sommet, d'un côté Sophie, de l'autre Emmanuel. Allez, on va commencer avec vous, Emmanuel. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, en 45 secondes, elle ne peut pas rester à son poste, la ministre de l'Éducation. Parce qu'elle est démonétisée avant même d'avoir commencé, et que ce sera pour le gouvernement un sparadrap, le sparadrap du capitaine Haddock. Elle n'a plus aucune autorité, elle sera attendue partout
où elle ira avec des sifflets et sera conspuée. Et à un moment où on dit que l'école est la priorité et qu'il faut beaucoup d'autorité et beaucoup de leadership pour pouvoir faire les réformes ambitieuses et difficiles qui sont devant nous pour l'école, on ne peut pas avoir une ministre qui commence par venir s'excuser auprès des gens qu'elle est censée bousculer, entre guillemets. Donc il y a un moment, il faut savoir débrancher pour être efficace. C'est déjà arrivé avec M. Guémard, avec M. Abad. Voilà, régulièrement, il y a des ministres, il y a un problème de casting. Là, ce n'est pas un problème de casting, c'est un problème d'entrée en fonction totalement raté qui la démonétise. Sophie n'est pas d'accord. Elle va rester, cette ministre de l'Éducation. Elle est partie pour rester. Alors écoutez, moi je pense que oui, elle va rester. Et elle va rester pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une athlète. Et en plus d'être une athlète, une véritable athlète sportive, elle est une tennisman. Et donc, elle a cette espèce de capacité à résister exceptionnelle déjà chez les sportifs, encore plus pour les grands joueurs de tennis. Et donc, elle a cette force, elle a cette énergie qui va lui permettre de résister face à la pression, mais elle va aussi rester pour une autre raison, parce que les syndicats les plus puissants, qui sont ceux de l'Éducation nationale, n'ont aucun intérêt à ce qu'elle s'en aille. Et donc, ils vont la soutenir, évidemment. Ils vont faire en sorte qu'elle reste, parce que quoi de mieux qu'un ministre qui est totalement en incapacité d'agir pour eux, puisque c'est eux qui seront aux commandes de ce grand navire de l'Éducation nationale. Donc on est d'accord. Non, c'est une athlète, elle va s'accrocher, mais c'est qui le patron, Fabrice? Ben moi, je pense que le patron, il s'appelle Emmanuel Macron. François Hollande, c'était dans l'ancien monde. Je vais actualiser mon logiciel. Il s'appelle Emmanuel Macron et je pense qu'il doit regarder ça avec deux référents. Il y a d'un côté Dussopt, qu'on a fait sortir, mais qui vient d'être lavé. Et qui pourrait revenir devant la justice. Et donc, en fait, d'une certaine manière, il aurait peut-être pu le garder. Et de l'autre côté, il y a Dupond-Moretti, qui l'a gardé, qui a été lavé et qui, au fait, aujourd'hui, se retrouve dans une position plutôt favorable. Donc, je pense que dans son esprit, il doit se dire, mais en fait, quand je soutiens mes ministres, ça marche pas si mal que ça et peut-être que ça vaut la peine de la prolonger, de la maintenir, de lui laisser le temps de refaire son trou. Mais est-ce qu'elle peut recoller les morceaux avec le monde enseignant? Vous connaissez bien ce monde, Fabrice. Est-ce que c'est possible? On voit que là, c'est un peu compliqué. C'est un ministère où d'abord, il y a des opinions différentes. Il y a souvent eu une conflictualité avec le ministre et en même temps, il y a une gestion administrative qui est essentielle. Si jamais elle arrive à effectivement donner aux enseignants ce qu'ils attendent, notamment en termes de hausse de salaire, moi, je pense qu'elle peut retrouver une image favorable. Mais bon, encore faut-il qu'elle soit capable de le faire. L'effet de surprise, la nomination de Gabriel Attal est vite retombée, mais le nouveau Premier ministre a mouillé la chemise pour défendre sa ministre et son nouveau gouvernement. Écoutez. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais, en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques. Je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français. Vous me reprochez mon gouvernement et des personnalités qui font partie de ce gouvernement. Moi, je vais vous dire, je préfère travailler avec Rachida Dati, Catherine Vautrin comme moi, qu'avec Jean-Luc Mélenchon comme vous. Voilà. Bilan de cette première semaine, il y a un style, Gabriel Attal? Oui, je pense qu'il a du talent. Ça nous change de... vous parliez tout à l'heure d'animateurs. Moi, je trouve qu'au contraire, les deux précédents étaient des animateurs techno et que lui, il fait de la politique. Oui, c'est pas la même chose. Oui, de fait. Il fait de la politique, il est malin, il est intéressant parce qu'il est à contre-emploi. C'est-à-dire, on l'a souvent dit, les commentateurs l'ont dit, Emmanuel Macron va chercher un Premier ministre issu du Parti socialiste pour faire une politique de droite. Et en cela, c'est un ovni. Mais c'est un ovni qu'il faut laisser se libérer, qu'il faut laisser prendre la lumière, qu'il faut laisser aux manettes et qu'il ne faut pas essayer de cornaquer le plus vite possible pour éviter que les sondages ne le distancent de trop. C'est quoi le style Attal, Sophie? C'est le plus politique sans doute d'entre tous ceux qui étaient là. C'est-à-dire qu'il a cette espèce d'intuition. Et comme Emmanuel Macron, ces mots de Jean-Louis Bourlange disant ne pouvant pas se représenter, Emmanuel Macron a choisi de se reproduire. Je trouve ça très très juste. On parlait tout à l'heure de la facilité avec laquelle Emmanuel Macron
a tenu son débat l'autre jour, enfin son débat, sa conférence de presse, les mots sont plus justes, son audition par la presse. Et Gabriel Attal, c'est pareil, c'est cette espèce de facilité dans l'expression, cette espèce de préscience de ce que de sens politique. Un flair politique. Un flair politique, absolument. Autre sujet, Rachida Dati, qui lance la bataille de Paris. La toute nouvelle ministre de la Culture a annoncé cette semaine qu'elle serait candidate à la mairie de la capitale dans 2 ans, date des prochaines élections municipales. Peu de gens dans son entourage en doutaient, mais c'est donc désormais officiel. Écoutez. Vous serez candidate à la mairie de Paris ? C'est dans 3 ans, bien sûr. Je l'ai toujours dit. Enfin, je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Eh ben, on va recommencer. Et je l'ai été avec Renaissance, avec LR. Et je l'ai été dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui, je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris, ça change. C'était une surprise, cette sortie, Virginie ? Non, sa candidature n'est pas une surprise. Après, le fait qu'elle... Le fait qu'elle l'annonce le lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui dit... vraiment les yeux dans les yeux, je vous dis aux Français, il n'y a pas eu de deal entre Rachida Dati et moi sur la mairie de Paris, alors qu'effectivement, il y a de forts soupçons, parce que on sait qu'elle veut être candidate. Gabriel Attal lui-même avait des visées sur la mairie de Paris, et en étant candidate, en étant propulsée ministre de la Culture, ça lui donne vraiment une assise, en fait, pour cette campagne, alors que sans doute les macronistes vont devoir se rallier à cette candidature. Donc en fait, il piège, Emmanuel Macron, en faisant ça, piège un peu tout le monde. Il piège à la fois LR, qui va devoir soutenir Rachida Dati, parce que pour l'instant, faute de mieux, de toute façon, ça sera elle, leur candidate. Et il piège également tous les candidats de son camp. Donc c'est ça l'idée d'un deal, en fait, entre Rachida Dati et Emmanuel Macron. Lui, il dit, il n'y en a pas eu. Oui, mais en fait, il y en a peut-être un. Mais c'est dans longtemps, la mairie de Paris. Est-ce que c'est pas un peu précoce ? C'est demain ? Non, c'est demain. C'est déjà aujourd'hui que tout se met en place. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Gabriel Attal a été nommé pour être l'animateur, on en parlait, mais aussi pour les européennes. C'est vraiment l'enjeu des européennes pour Emmanuel Macron de réduire au maximum cet écart avec le RN qui est annoncé par les sondages. Et avec Rachida Dati, c'est la conquête de la capitale ou le maintien de la capitale. Enfin, le maintien. Rachida Dati, excusez-moi, oui. Elle est ministre. Oui, elle est ministre, mais elle est candidate déjà à Paris. Elle l'a reconnue. C'est de la folie. Et d'ailleurs, ce qui est un peu de la folie, c'est que je pense qu'en région, les Français peuvent s'interroger sur les actions qui seront menées d'un point de vue culturel pour ailleurs que Paris. Et donc, évidemment, qu'en confirmant qu'elle était candidate et que, voilà, elle est déjà en train de placer tous les regards sur l'action culturelle sur Paris. Et son action à la tête du ministère va être vue au travers de cela. C'est la ministre de la Culture de Paris, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, si je résume. On peut le penser, et on ne peut pas dire que Paris manque d'équipements culturels. S'il y a une chose qu'il y a en suffisance à Paris, c'est pour ça que je me dis qu'en fait, est-ce que c'était le meilleur ministère pour promouvoir une candidature ? Est-ce qu'un ministère des Transports n'aurait pas été plus intéressant par rapport à toutes les difficultés qu'on connaît en région parisienne ? Je ne crois pas que les Jeux Olympiques vont jouer un rôle véritablement fort pour promouvoir Anne Hidalgo, parce qu'elle mise beaucoup là-dessus, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un tel goût chez les Parisiens. Enfin, moi, ce que j'entends beaucoup, quand même, c'est des Parisiens qui me disent « Je ne serai pas là au moment des Jeux Olympiques, ça va être une catastrophe. » Et en plus, la question sécuritaire, et les déplacements, et les zones interdites. Enfin, j'allais dire, il y a plus d'argumentaires anti-JO que pro-JO. Donc, je ne sais pas si elle a fait le choix du meilleur ministère pour sa candidature. En revanche, c'est vrai que c'est un truc de dingue d'imaginer. Enfin, en plus, je trouve que c'est complètement contre-productif. Mais ça m'embête parce que c'était mon top et mon flop. Mais allons-y, tant pis, brûlons nos cartouches. Mais ce que je trouve de dingue, c'est qu'elle est nommée, ça crée une curiosité, ça fait un effet d'attention, etc. On se dit, qu'est-ce qu'elle va faire ? Il y a un suspense. Et le lendemain, elle brûle la cartouche du suspense en disant, de toute façon, je serai candidate. Et là, je trouve que ça lui enlève une crédibilité à la fois comme ministre et à la fois comme candidate. Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir dire « mais pourquoi t'es pas là ? Pourquoi t'es là ?» Et il y a une personne qui a subi ça, cette espèce de double ancrage, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, on lui a reproché de ne plus être ministre de la Santé et on lui a reproché de ne pas être assez candidate à Paris, puisqu'elle avait encore un œil sur l'épidémie. Donc il y a vraiment cette question-là. Je pense qu'elle va subir quelque chose de similaire. Je ne suis pas sûr que ça a été très malin. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment à droite. Le chef de file du parti LR l'a un peu mauvaise. Il raconte les échanges qu'il a eus avec Gabriel Attal. Écoutez, Éric Ciotti. Il m'a dit, tu sais, nous ne procéderons à aucun débauchage dans ton camp.
Et il m'a rappelé, après que le gouvernement soit sorti, il m'a dit, tu sais, bon, je suis un peu désolé, mais Rachida Dati, c'est pas LR. Rachida Dati, c'est une marque que l'on a achetée. Emmanuel, il y a un sentiment de trahison à droite. Non, il pas pour rigoler. Parce que c'est. Ouais, j'aime beaucoup Éric Ciotti parce qu'il me fait rire à chaque fois qu'il parle, pardon. Mais il vient à la télé pour dire qu'il s'est fait enfler. Je trouve ça magnifique. Bref, plus sérieusement. Bon, c'est de la politique après. Oui. On enfin, venir à la télé pour dire on a joué à l'envers ouais. et je vous expliquais comment j'ai été un petit peu naïf, je trouve ça génial. Ça fait preuve d'une forme de simplicité. Peut-être. Oui, non, de simplicité louable. Bon, plus sérieusement, moi je pense d'abord que c'est le chien de la chienne que Emmanuel Macron devait aux Républicains, qui l'ont humilié au dernier degré avec la loi sur l'immigration. Deuxièmement, Rachida Dati. Oui, c'est voilà, vous avez voulu me la faire, voilà ma réponse. Deuxièmement, je pense que Rachida Dati, ça fait un mal terrible aux Républicains parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une icône et que c'était une des rares valeurs sûres qui reste aux Républicains. Parce que si vous enlevez Rachida Dati, Éric Ciotti, c'est une valeur sûre, peut-être dans sa circonscription à Nice. Pour le reste, c'est morne pleine. Sans faire insulte à personne. Il y en a qui se sont grillés, il y en a d'autres qui rêvent, mais voilà. Donc, il retire des Républicains par-dessus le marché celle qui est la présidente du Parlement des Républicains. J'avoue qu'aux Républicains, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils s'attendaient à tout sauf à celle-là. Et donc, ils dépossèdent les Républicains de la seule icône qui leur restait. Maintenant, je n'ai pas la même lecture que vous sur son annonce du lendemain. Alors, vous allez me dire que je suis un peu tordu, mais... moi, je pense qu'elle n'avait pas envie de se faire avoir une deuxième fois par Emmanuel Macron. Souvenez-vous, elle s'est fait avoir une première fois au municipal, Rachida Dati, par Emmanuel Macron, qui avait promis que Mme Buzyn se retirerait à son profit si elle arrivait en tête. Et comme la veille au soir, alors que personne ne lui obligeait à répondre à la question, depuis quand on répond aux questions des journalistes, il a dit non, il n'y a pas eu de deal. Je pense que la réponse de Rachida Dati, qui est sans filtre, ça a été de redire le lendemain matin qu'elle était candidate à l'élection présidentielle, au cas où ça traverse l'esprit du président, qu'il puisse la trahir une seconde fois. C'est un coup dur pour les LR, cette affaire Rachida Dati? C'est un coup dur parce que effectivement c'est une marque, et comme le dit Gabriel Attal, et parce que c'est Paris. Donc c'est un coup dur de ce point de vue-là. Après, la tentative de siphonnage et de débauchage personnel de LR, c'est pas d'hier, quoi. C'est 2017. Oui, mais ça continue, c'est ça. Ça continue. La nouveauté, entre guillemets, c'est que ça continue. Jusqu'où ça va aller? À chaque fois, il y a un débauchage personnel. En 2022, c'était Damien Abad, chef du groupe parlementaire LR. Bon, il n'a pas fait long feu, mais là, c'est Rachida Dati. C'est vrai que ça a surpris tout le monde, même dans son propre camp. Donc c'est surtout le côté, c'est plus la surprise en fait qui a un peu désarmé tout le monde dans son propre camp et chez LR. Vous parlez de marque Rachida Dati, c'est quoi la marque de Rachida Dati? On parlait de style Attal, c'est quoi le style Rachida Dati? La liberté, la gouaille, elle a énormément de qualités, elle est exceptionnelle. Mais comme tous les membres des gouvernements Macron, elle ne représente rien. Il faut quand même dire les choses. Tous ces gens dépendent directement du président Emmanuel Macron. Le jour où il leur retire la lumière, c'est fini. C'est une grosse différence avec le début de la Ve République, ou même encore il y a une dizaine d'années. Les grands ministres, en fait, la plupart des ministres, avaient presque un groupe parlementaire derrière eux. Ils avaient même parfois un parti, comme Madelin, comme Léotard. Ils avaient une tendance politique, un Séguin, un Pasqua. Dans les gouvernements d'Emmanuel Macron, peut-être à part un Béchu, qui représente le MoDem, peut-être à part lui. Les autres ne sont là... Voilà, pardon, excusez-moi. Les autres ne représentent pratiquement rien. Ils ne sont qu'eux-mêmes et ils ne sont là que par la grâce du marionnettiste qui les fait bouger. Et il les démonétise, parce que je ne sais pas si vous avez vu la première sortie avant-hier de Rachida Dati avec le président de la République à Clichy-sous-Bois à la bibliothèque Médicis. C'est surréaliste. Il sort avec Rachida Dati. Elle n'a pas ouvert la bouche. Il n'y a que le président. C'est assez habituel. Non, mais il n'y a que le président arrive en général. Les ministres sont en retrait. D'accord, mais c'est sa prise de guerre. Il fait une première sortie avec elle. Il a dit dans sa conférence de presse justement qu'il attendait d'elle qu'elle puisse libérer sa gouaille, libérer sa féconde, libérer sa façon de parler. Il fait une première sortie avec elle.
elle a accompagné le président de la République. J'aimerais entendre Sophie sur ce que disait Fabrice. Il ne représente rien, tous ces ministres, et notamment Rachida Dati. Politiquement, qu'est-ce que ça représente? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Disons qu'effectivement... 45 secondes. Alors non, mais de fait, elle n'a pas de courant, mais elle représente, je pense, dans l'esprit des Français, quelque chose de fort, qui est ce côté populaire, qui était celui de Nicolas Sarkozy, de sa première campagne, d'ailleurs, et c'est bien aussi grâce à lui, Nicolas Sarkozy, qu'elle est sans doute là aussi. Et donc, il y a cette espèce de prise de guerre populaire. Et je pense qu'elle a encore un poids fort dans l'opinion publique. Je ne pense pas qu'elle le perdra. Je pense qu'elle est... On pourrait dire la même chose d'un Dupond-Moretti, on pourrait dire... C'est de l'image, c'est de l'image. C'est pas que de l'image. C'est pas du poids politique. C'est pas de l'image. C'est pas du poids politique. Si, moi je pense que c'est du poids politique parce que, pour la culture, on va voir ce que ça donne. Mais il est possible qu'elle réussisse. Je ne dis pas que c'est fait et je ne dis pas qu'elle y parviendra. Mais il est possible qu'elle réussisse à faire bouger un establishment culturel qui a aussi besoin d'être, entre guillemets, touché par le côté populaire. Et c'est bien ce que Emmanuel Macron lui a confié comme tâche, c'est de donner l'accès à la culture pour tous. Et elle, avec son culot, peut réussir à faire bouger les choses et, à titre personnel, elle peut en tirer du bénéfice. Pourquoi faisons-nous moins d'enfants que par le passé? Les derniers chiffres de l'INSEE sur la démographie, publiés cette semaine, révèlent une chute vertigineuse de la natalité en France. Rendez-vous compte, 2023 est l'année où le nombre de naissances a été le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, le président nous explique comment faire des bébés. Écoutez. L'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. On va parler de ce réarmement démographique, notamment sur le terme de réarmement démographique, mais d'abord quelques chiffres. Les chiffres de la natalité 2023, 678 000 bébés sont nés en France, c'est 1,68 enfants par femme. En 2010, il y avait plus de 830 000 bébés qui naissaient donc cette année en 2010. C'était 2,03 enfants par femme. C'est une baisse de 20% des naissances en un peu plus de 10 ans. C'est grave, docteur Virginie? Oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce que c'est pas un bon signe dans une démocratie avancée d'avoir une pyramide des âges ainsi, avec un vieillissement très fort de la population, ce qui implique des coûts évidemment en termes de santé publique auxquels on ne sait pas aujourd'hui comment faire face. Et puis voilà, pour le modèle social, en fait, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, sans parler du fait que ça prouve que c'est une population qui n'a pas confiance en l'avenir, qui a peur de... Il y a à la fois l'angoisse du climat, on le sait. Enfin, donc on connaît toutes les raisons. Il y a des changements sociologiques qui sont liés à l'entrée des femmes plus tardivement sur le marché du travail parce qu'elles font des études plus longues. Mais effectivement, la fécondité, elle, malheureusement, elle n'a pas bougé. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Maintenant, est-ce que c'est au président de lancer un grand plan pour le réarmement ? Est-ce que ça doit être un enjeu national, Sophie? Vous me regardez comme si vous aviez beaucoup de choses à dire. Alors dites-moi. Non, mais c'est très amusant parce qu'en fait, c'est des historiens qu'il faut faire parler et on vous entendra. Mais de fait, à la fin du 19e, c'était un vrai sujet aussi sur la question du réarmement. Et paradoxalement, je me suis demandé, tiens, est-ce que c'est encore un enjeu dans d'autres pays qu'en France? Et de fait, au niveau européen, parce qu'on se dit le réarmement, c'est vraiment des mots de la Troisième République, c'est des mots d'avant, c'est des mots à l'époque où on voyait cette image avec 3 soldats allemands d'un côté de la frontière, un seul de l'autre côté, 1870. Bon, mais de fait, et c'est toujours sur les femmes qu'on faisait porter la faute de ne pas être à la hauteur de ce réarmement, alors qu'effectivement, il faudrait des politiques peut-être plus féministes pour aider cela. Mais au niveau européen, il y a une prise de conscience du danger de cet hiver démocratique. Et il y a des réflexions qui sont menées, et pas seulement à droite. On dit, oui, le réarmement, c'est un thème nationaliste, d'extrême droite. Non, c'était les Républicains qui portaient cela autrefois, et les Républicains très loin des milieux royalistes ou d'extrême droite, etc. Oui, c'est pas les LR, les Républicains du Non, les Républicains avec une majuscule à R. De fait, au niveau européen, tous les partis politiques s'interrogent et se rassemblent et se réunissent au Parlement pour discuter
des conséquences de cet hiver démographique. Beaucoup de réactions évidemment à ce terme, notamment de réarmement démographique. L'écologiste Sandrine Rousseau a évidemment réagi au propos du chef de l'État. Elle n'est manifestement pas favorable à ce réarmement. Écoutez-la. Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir de faire des enfants ou de ne pas en faire, que toute décision est légitime d'en faire ou de ne pas en faire. Il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants, parce que ça, ce type de discours-là, ce sont des discours qu'on a vus dans les pires périodes de notre nation, où on prenait le ventre des femmes comme quelque chose de l'ordre de la politique publique, où il fallait refaire de la population, créer des enfants. Fabrice, non, il y a une femme qui a demandé la parole. C'est vrai que Virginie voulait réagir. Et en plus, compte tenu du sujet, je pense qu'elle sera beaucoup plus à même que moi. Vous comprenez ces propos de Sandrine Rousseau? Je les comprends, mais je pense qu'ils ne sont pas totalement justes en réalité, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un côté fête des bébés, un président très... qui va sur des politiques familiales comme ça, il y a un côté très vieux jeu. Mais en réalité, il y a quand même des politiques publiques derrière, parce que quand on pense à la loi PMA, à la révision de la loi bioéthique, on a quand même permis... pour toutes, sous Emmanuel Macron. Oui, on a permis un truc fondamental qui est complètement en lien avec notre sujet. C'est la conservation des ovocytes de 29 à 37 ans. Par exemple, ça, c'est dans la loi. C'est une vraie politique. Ça a été mis en place par Emmanuel Macron. C'est une vraie avancée pour les femmes aujourd'hui, puisque si on parle le problème, c'est qu'effectivement, on a des enfants plus tard, alors que la fécondité recule, on le sait, avec l'âge, avec le vieillissement. Donc, ce que dit Sandrine Rousseau, je le comprends du point de vue de, voilà, nos utérus sont à nous, on ne va pas nous demander de faire des bébés tout le temps. Mais il y a des politiques derrière. Du féminisme, c'est ça, c'est de dire notre corps, nos choix, un bébé si je veux, quand je veux. Au fond de l'affaire, c'est que là, Sandrine Rousseau, elle ne parle pas en féministe, elle parle en écologiste. Et il ne faut pas oublier que dans les jeunes générations... C'est pas incompatible, non, mais dans les jeunes générations, il y a une tendance à dire même que c'est même plus une question de choix, c'est qu'il ne faut pas faire d'enfants. Ils ont cette vision qu'au fond, on fabrique de la surconsommation, on fabrique quelque chose qui risque d'être catastrophique pour la planète, et surtout dans les pays développés. Donc il y a cette problématique-là, et Sandrine Rousseau, elle est au croisement de ça. D'un autre côté, là où je ne suis pas du tout d'accord avec elle, c'est que la question de la possibilité, des possibilités données aux femmes de faire des enfants, c'est une question éminemment de politique nationale. Les crèches. Ce que Sophie a rappelé pour la fin du 19e siècle est tout à fait juste. Cette question démographique, le fait qu'on ne faisait pas beaucoup d'enfants, a tout irrigué. Si on a fait le droit du sol, c'est parce qu'on ne faisait pas assez d'enfants et que donc il fallait qu'avec les immigrés qui naissaient sur le sol français, on puisse avoir des gens qui fassent leur service militaire en France. C'est comme ça qu'on l'a décidé en 1889. C'était vraiment ça l'option. C'est comme ça aussi qu'on a accordé à certaines minorités, dont par exemple les Juifs d'Algérie, la nationalité française avant les autres, parce qu'il fallait qu'il y ait une majorité de Français, alors qu'il y avait la concurrence démographique des Italiens et des Espagnols sur le même territoire, pareil pour le Maroc. Donc c'est une question centrale. Et quand elle dit qu'il n'y a que dans les pires périodes de notre histoire qu'on a parlé, c'est pas vrai. Moi, je voudrais quand même mentionner quelqu'un qu'on n'en parle pas assez, mais Michel Debré. Il est très souvent critiqué pour ce qu'il a pu faire à La Réunion, mais c'est un des rares à avoir dit dans les années 60, on a une logique, une politique du baby-boom qui a permis la sécurité sociale. Si ça s'arrête, ça risque d'être une catastrophe. Et c'est quelqu'un qui a été éminemment stimulant pour ça. Donc je crois qu'il y a besoin d'une réflexion là-dessus. La deuxième question qui ne se pose pas, c'est qui fait les enfants ? Parce que la réalité, c'est que déjà aujourd'hui, ceux qui font les enfants en France, ce sont les immigrés, les descendants d'immigrés. Et il faut en gros 3 générations pour qu'ils retrouvent la même chose que les Français comme mode démographique, qui se rapproche beaucoup de ce que connaissent les Italiens et les Allemands. Donc on a aussi un problème culturel qui se pose derrière. Et je pense que c'est traité politique. Et ça va être un débat, va être un débat extrêmement lacérant dans les années qui viennent. Le terme de réarmement démographique, c'est pas très heureux peut-être comme. Mais non, c'est pas heureux. Mais non, c'est pas heureux. Et surtout, ça répond à une espèce d'angoisse que les Français ont, qui est géopolitique, parce que effectivement, aux portes de chez nous, en Ukraine, il y a le théâtre sans doute le plus dur. Et le plus dangereux, au moins pour la France, sinon pour eux-mêmes déjà. Évidemment, ça l'est. Et donc, on est dans cette espèce d'idée de danger, de peur. Et ne serait-ce que pour cela, je trouve que le terme n'était pas juste. Et puis, nos ventres ne sont pas des armes. Nos ventres, c'est d'abord de l'amour. Voilà. Et c'est très joli. Et si Donald Trump était devenu raisonnable? Oui, vous allez le voir. Cette semaine, aux États-Unis, avait lieu le lancement des primaires républicaines en prévision de l'élection présidentielle du mois de novembre. Donald Trump a littéralement écrasé la concurrence lors du caucus de l'Iowa. Mais il est beau joueur, Donald Trump. Il a tendu la main à ses rivaux. Écoutez.
Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde, pour notre pays, de s'unir. Qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates, ou des libéraux ou des conservateurs, ce serait tellement bien si nous pouvions nous réunir et redresser le monde, régler les problèmes et changer la mort et la destruction dont nous sommes témoins, qui n'ont pratiquement jamais été comme ça. C'est tellement important et je veux que ce soit une grande partie de notre message. Nous allons nous rassembler. Cela va arriver bientôt. Cela va arriver bientôt. Donald Trump, non? Non, il n'a pas changé. Après, j'entends dire qu'il marche sur Washington. C'est aller un peu vite en besogne. Il marche sur les républicains. Ça, indéniablement, de toute façon, ces deux principaux concurrents ne sont pas au niveau et vont se faire balayer très vite. Et il y a fort à parier. Je redonne juste les résultats du caucus de l'Iowa. Donald Trump, 51%, Ron DeSantis, 21% et Nikki Haley, 19%. N'oubliez pas que le caucus de l'Iowa est la seule élection primaire où on ne vote pas. Hein, on discute, hein, donc ce n'est pas vraiment non plus des votes. Mais bref, il marche sur les républicains. Il y a fort à parier que les prochains, ce qu'on appelle les Super Tuesday, il y en a 2 qui arrivent. Le prochain verra un de ses adversaires républicains abandonné faute de financement, et puis le suivant, et donc l'affaire sera vite pliée. En revanche, ce qui est important, naturellement, c'est l'élection du mois de novembre. Et là, va rentrer en ligne de compte ce que feront les indépendants. On sait que les démocrates seront très mobilisés. Ni démocrates, ni républicains. Les démocrates sont très mobilisés pour Biden parce que Trump est un formidable épouvantail. C'est également un épouvantail pour les indépendants. La question pour Trump, c'est est-ce que jusqu'à l'élection, les indépendants, c'est entre 3 et 5% historiquement aux États-Unis. Est-ce que Trump arrive à distancer Biden de plus de 10 points avant l'élection? À ce moment-là, les indépendants ne pourront pas faire rattraper le retard. Si en revanche, il y a à la fois une conjoncture qui fait que Trump n'a pas ses 10 points d'avance, que les indépendants sont très mobilisés et que se mobilise également une partie du Parti républicain qui lui est farouchement opposée et qui sont l'aile de Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, et qui, à l'intérieur des républicains, mène une guerre sans merci contre Trump, alors son élection n'est pas totalement assurée. C'est que cette élection présidentielle est encore un peu indécise, alors qu'on voit quand même qu'il écrase tout côté républicain, Fabrice. Oui, mais il y a un peu un front renversé. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, quand il a perdu et c'était incompréhensible pour lui parce qu'il avait eu une économie absolument florissante et il s'est pris le Covid et il s'est pris les pieds dans ce tapis épidémiologique. Et au fond, Biden est dans la même situation. Il a des résultats économiques, mais visiblement, ça ne suffit pas à donner un courant d'opinion massif. Oui, mais c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il a aussi des bons résultats, comme Trump avait économiquement jusqu'au Covid. Fabrice. Oui, mais c'est l'inflation. L'inflation est le Covid de Biden. Oui. Et donc le résultat, c'est qu'on se retrouve à avoir des adversaires qui avancent à chaque fois. À l'époque, c'était Biden qui avançait plutôt tranquillement, sereinement. Et là, on a l'impression que Trump avance plutôt sereinement. Alors effectivement, les choses vont se tendre. Il est quand même, je ne sais pas, parce qu'aux États-Unis, quand même, la question du financement de la campagne est cruciale. Pour l'instant, Biden a encore, je crois, un avantage financier par rapport à Trump dans le financement de sa campagne. Oui. Donc peut-être que ça peut le sauver, mais ce n'est pas certain du tout. Donc on peut peut-être avoir un Trump épisode 2. Petit point d'étape sur les sondages. Pour les présidentielles de novembre, Donald Trump est en tête des intentions de vote. 55,4%. Joe Biden ne récolterait que 44,4%. Bon, c'est pas flagrant encore. Enfin, c'est quand même très serré, très resserré, avec une marge d'erreur, etc. Le caucus de l'Iowa, c'était la première fois qu'on votait depuis la prise du Capitole, depuis l'assaut du Capitole. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette primaire? Je pense que notre opinion, nous, européenne, est très surprise. En réalité, on pensait que c'était une comète qui passait comme ça dans l'histoire et que ça allait s'arrêter, que c'était fini, que Donald Trump s'était décrédibilisé après son soutien, après ses partisans venus envahir le Capitole, effectivement, pour ne pas certifier les résultats de l'élection de Joe Biden. Donc nous, on a une réaction, là, mais d'ailleurs comme lorsqu'il a été élu, en fait, on ne s'y attend pas parce qu'on sous-estime aussi le combat culturel qu'il a remporté, en réalité. Il y a quelque chose, il a creusé un sillon, il parle à une Amérique qui se sent déclassée. C'est aussi porté par un combat culturel, Fox News,
toute ressemblance d'ailleurs avec ce qui se passe ailleurs, et notamment en France, serait malvenue. Mais il y a bien quelque chose qui s'est passé. Il a rencontré son opinion. Il a su parler à cette Amérique déclassée, qui se sent déclassée individuellement. Effectivement, vous le rappeliez, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation aussi, le prix de l'électricité, et qui se sent déclassée collectivement, puisque effectivement, l'Amérique n'a plus le poids dans le jeu international qu'elle avait auparavant. Donc, on sous-estime trop en France parce que c'est Trump, parce qu'il y a ces... Il a ses phrases, son rapport aux femmes, il a des accusations, hein, il a des procès. Et donc, encore une fois, voilà, c'est comme si on redécouvrait... C'était le président. J'ai été interrompu. Ah non, pas du tout. Par Donald Trump, continuez, vous pouvez terminer votre phrase. Non, mais voilà, en fait, on se retrouve encore désarmé, et on sous-estime en fait ce qu'il représente. Qu'est-ce qui promet aujourd'hui à l'Amérique? C'est quoi le programme de Donald Trump? Sophie, Emmanuel, qui veut réagir? Moi, ce que je... Il ne faut pas se méprendre. Vu d'Europe, on s'est toujours trompé sur les élections américaines parce qu'on n'a jamais compris que les Américains ne votent que pour des conditions purement de politique domestique. Ou autrement, George Bush en 2004 n'aurait jamais été réélu avec la guerre en Irak et avec les mensonges. Donc Biden souffre d'une image terrible parce qu'il se prend les pieds dans le tapis à chaque fois qu'il prend la parole. Oui. Il monte dans son avion, il trébuche sur les marches. Et ça, vous allez me dire, c'est très... on s'en fout, mais non, les Américains sont très sensibles à ça. Lui, ce qu'il incarne, c'est la force d'une Amérique conquérante. Voilà. Alors après, on peut discuter de la manière dont il traduit cette Amérique conquérante, mais c'est ça qu'il traduit. Et dans tout l'électorat du Midwest qui fait l'élection, n'oubliez pas quand même que c'est pas un homme une voix aux États-Unis, hein, c'est État par État. Ça ne sert à rien d'avoir 90% à New York et en Californie si on perd tous les autres États. Et dans ces autres États qui composent l'Amérique profonde, qu'est-ce qu'on attend? On attend une Amérique puissante et forte et conquérante. Comme chaque semaine, on termine par un top flop. Je suis désolé, Sophie, je vous donne la parole. C'était très bien. Je vous pose une question très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Allez-y, cherche Sophie, vous allez commencer. Quels sont vos tops et vos flops de la semaine? Alors, le top, eh bien, écoutez, moi, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les JO. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de prévention, mais il y a quand même quelque chose qui est très positif, qui est que les installations, pour l'instant, tout fonctionne, il n'y a pas de retard. Financièrement, il faut se souvenir de ce qui s'était passé à Londres et des polémiques. Et là, pour l'instant, a priori, la France est quand même bien placée. Et on peut espérer que l'esprit des JO, ce qui est quand même le positif, l'esprit international dans une année où il y aura tellement de guerres et tellement de tensions, eh bien, on peut essayer de se féliciter que les JO commencent, a priori, à bien se préparer. Et votre flop? Eh bien, le flop, c'est un petit peu pour des confrères, ça m'arrive rarement, mais d'essayer de comprendre ce qui s'est passé vis-à-vis du lycée Stanislas et du lycée Averroès, et le soutien au lycée Averroès et l'accablement contre le lycée et l'établissement Stanislas. Voilà. Et je pense qu'en fait, certains ont voulu y voir ce qu'on appelle un islamo-gauchisme chez quelques confrères de gauche. En fait, moi, je pense que c'est le réflexe classique de défense des minorités, en l'occurrence ici, incarné par cet établissement Averroès face à la puissance présumée d'un établissement élitiste. Virginie, votre top et votre flop de la semaine? Alors, mon top, c'était, on en a parlé, mais en fait, la baisse de la natalité a quand même masqué une très bonne nouvelle, qui est l'augmentation de l'espérance de vie. Et on peut s'en féliciter. Alors certes, ça induit un vieillissement de la population, mais c'est quand même une belle nouvelle. Voilà, grâce aux progrès médicaux, grâce à nos vies, nos habitudes de vie, effectivement, on peut... Et puis l'écart entre hommes et femmes se réduit, et je trouve que c'est aussi... C'est bien. C'est bien. Flop. Mon flop, ce sont les propos d'Emmanuel Macron maintenus sur Gérard Depardieu lors de la conférence de presse mardi soir. Effectivement, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de sollicitude envers les victimes, et c'est à lui aussi d'impulser cette libération de la parole des femmes. Et donc là, il la muselle quelque part en soutenant quelqu'un qui visiblement a...
a des problèmes avec la justice. Fabrice. Moi, je l'ai grillé, mon top et mon flop, mais je le dis quand même. Allez, mon top, c'est Rachida Dati. Parce que c'était le retour en fanfare. Elle dévore la politique. On a l'impression de quelqu'un qui se met à table et qui est prêt à porter le couvert. Donc ça, c'est mon top. Et en même temps, mon flop, c'est Rachida Dati, qui par moment, par excès... En même temps, mais parce que par moment, c'est un peu trop. Et donc, justement, son désir et son appétence, son désir peut-être de faire pression sur le président, la pousse à tout de suite, alors qu'elle était dans une vague plutôt positive d'installation, tout de suite faire pointer ses canines sur la mairie de Paris. Et je pense que c'était trop rapide et que pour le coup, c'était pas très habile. Et puis aussi, je trouve que la petite polémique avec François Baroin, elle a été un peu violente dans sa réponse. Je trouve que c'était pas bien. Emmanuel, votre top et votre flop de la semaine. Mon top, c'est Gabriel Attal. Je trouve qu'il fait une entrée fracassante. Star is born, à condition qu'il ne se fasse pas manger par son géniteur et qu'il accepte de tuer le père à un moment ou à un autre. Mon flop, c'est son géniteur, c'est Emmanuel Macron. Je pense que ce qu'on retiendra à la fin de sa conférence de presse, c'est le délire qu'il a habité pour parler de la façon dont il avait compris les émeutes. Aller dire que c'est l'oisiveté et TikTok qui a produit les émeutes, ou des jeunes gens qui ne partent pas en vacances et qui ne voient pas la mer. Je ne sais pas, mais ce qui s'est passé à Marseille, a priori, c'est des gens qui voient la mer même tous les jours. Et puis, il y a 27 millions de Français qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et je n'ai pas vu des émeutes tous les étés quand ils deviennent oisifs. Bref, je ne sais pas quelle substance prend le président de la République, mais c'est de la très, très bonne qualité. On terminera là-dessus. Merci, cher Emmanuel. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.